La Purge a beau être sortie il y a plus de 10 ans maintenant, cela ne m'a pas empêché d'en voir de nombreuses en salle cette année. Bonjour à tous, c'est Lucho, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour faire ensemble le bilan de cette année cinéma 2024. Cette année encore, j'ai beaucoup été au cinéma, près de 120 fois pour être précis, et je dois dire que c'est une année un peu mitigée pour moi. Il y a beaucoup de films que j'attendais énormément, j'avais une grosse hype, je pense à Trap, je pense à Furiosa, je pense à Gladiator 2, et ces films se sont révélés être bien sans plus, moyen, ouais pas mal, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Bref, moralité... C'est fini, je me réjouirai plus à l'avance de quoi que ce soit. Ouh, pinaise. Un nouveau film Marvel sort en février. Je suis impatient. Aujourd'hui, plutôt que de revenir sur ces petites déceptions, je vais revenir sur mon flop 10 2024, mes 10 pires séances de cinéma cette année. Alors comme l'année dernière, je le rappelle, mais c'est mon classement, c'est un classement forcément subjectif, les goûts, les couleurs, tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire votre propre classement, votre propre flop 10. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, OneWoodShine, pour avoir tous mes petits avis cinéma. Et c'est tout bon, c'est parti pour mon flop 10, mes 10 pires films de l'année. Tu seras anéanti. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous. Bon, à l'origine, je voulais vous parler de Kung Fu Panda 4, un film très moyen, sauvé par quelques idées visuelles et ses traits d'humour. Et puis Disney est arrivé et s'est dit « Eh, notre série sur Disney+, et si on en faisait un film à la place? Un film pour le cinéma ?» Alors pourquoi ce choix, me diriez-vous? Eh ben c'est assez simple. Défi créatif, volonté artistique, l'argent. Bref, autant vous dire que la méthode m'énervait déjà, surtout quand on sait qu'un troisième volet Vaiana est en préparation, ainsi qu'un remake live action. Pourquoi? Mais après tout, pourquoi pas? Laissons la chance au produit, jugeons le film tel qu'il est. Le problème, c'est que le film n'est pas terrible. Alors certes, il peut faire illusion par différents aspects, mais ça reste un film assez insipide, au mieux oubliable. Alors visuellement déjà, ce n'est pas un style qui me touche, c'est une 3D très lisse, trop propre. La mise en scène en plus est assez peu marquante car il y a peu de recul. La musique aussi assez moyenne, tout comme l'écriture. Ça manque de rythme, de construction des seconds rôles, d'évolution pour les héros, de caractérisation des antagonistes. En conclusion, c'est un projet qui aurait dû rester sur Disney+, mais que voulez-vous, Mickey a besoin d'argent. Bon, je ne pense pas avoir besoin de vous présenter ce film, véritable carton en salle et succès public. Mais de mon côté, je vais être totalement honnête, j'ai trouvé le temps un peu long. Soyons d'accord, le film a plein de qualités, à commencer par le duo Malik Frika-Mallory Vanek, et par le fait que le film soit très ambitieux, très généreux, quitte à en devenir un peu lourd. Par exemple, au niveau de la réalisation, c'est un film qui est bourré d'idées, qui est très créatif, très original, mais qui les rabâche aussi beaucoup. Quand c'est la 5e ou 6e fois du film que je vois un travelling, un montage inversé ou un fondu, l'effet perd un peu de son impact. Au niveau du scénario, c'est aussi un film qui explore beaucoup de choses, de la rom-com jusqu'au film de gangster, sans réussir selon moi à tenir l'équilibre pendant tout le film. La deuxième partie par exemple avec Clotaire et Jackie adulte est à mon sens moins intéressante à suivre, et puis surtout l'histoire d'amour ne m'a absolument pas convaincu. Elle est à mon sens très naïve, très classique aussi dans son déroulé, et elle accumule aussi tous les clichés de la vision qu'on a du grand amour, allant du coup de foudre jusqu'à la relation soi-disant impossible, en passant par le fait de changer par amour. L'Amour ouf est donc un film original mais un peu lourd sur la forme, un film assez banal sur le fond, bref, pas vraiment ouf, et c'est dommage. God bless America. Aux États-Unis, alors qu'une guerre civile a éclaté, un groupe de photographes de guerre va essayer de rejoindre Washington afin d'interviewer le président fasciste. En cette année d'élection aux États-Unis, le film a évidemment fait beaucoup de bruit. Mais beaucoup de bruit pour pas grand-chose car le film est pour moi un immense gâchis. Civil War a selon moi un immense problème de posture, essayant de jouer la carte de l'universalité de la guerre, notamment en ne définissant jamais les causes de ce conflit, mais pour quel intérêt ? Surtout, cela ne fonctionne pas, car tu te dois de définir un cadre crédible pour que les missions de tes personnages aient un sens. Ça ne fonctionne pas, car tes personnages sont des archétypes stéréotypés pour lesquels on ne développe aucune émotion. Ça ne fonctionne pas, car ton film est un road movie assez routinier, ça roule action,
aux péripéties assez peu subtiles, tant dans leur impact que dans leur symbolique. La scène avec Jesse Plemons est à ce titre doublement décevante, tant pour le manque de tension qu'il y a dans cette scène, que pour le message très basique derrière sa réplique. Okay. What kind of American are you? Bref, ce film est une coquille vide, un film aseptisé, jamais vraiment pertinent, qui passe complètement à côté de son sujet. Suis-je donc en train de vous dire que le meilleur film Civil War reste celui de Marvel? Possible. Slay, queens. Slay like no one's watching. But everybody's watching. Because you're gorgeous. Avant d'expliquer pourquoi je n'ai pas aimé ce film, un peu de contexte. Il y a 20 ans est sorti sur nos écrans Lolita malgré moi, Mean Girls en VO, comédie dans laquelle une élève jouée par Lindsay Lohan va tenter de s'intégrer dans son nouveau lycée en se rapprochant du groupe de filles populaires. Le film est devenu culte, il a été ensuite adapté en comédie musicale à Broadway, et cette comédie musicale a été réadaptée en film cette année, avec cette fois Angourie Weiss, la jeune journaliste des derniers films Spider-Man, dans le rôle titre. Bref, nous sommes ici sur une adaptation d'adaptation, faut suivre. Bon, résultat, qu'est-ce que ça donne? Mean Girls est un film un poil fun, on fait coucou à Pam aussi de The Office qui passe une tête, mais c'est vraiment un film très oubliable. L'histoire n'est guère surprenante, de toute façon elle a très peu changé en 20 ans, elle fait même un peu datée maintenant, avec une morale bateau et des rebondissements assez simplistes. Ce qui m'a surtout dérangé, surtout pour une comédie musicale, c'est que visuellement le film manque de peps et de folie. La mise en scène manque de plan large, de profondeur de champ, et il ne valorise ni l'univers du lycée, ni ses interprètes et comédiennes. C'est donc pas très foufou. Passons au flop 6. Max Boublil chantait mais pas de chance pour Borderlands, dans la vie comme au cinéma, moi je n'aime pas trop ça. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé ce film, basé sur la célèbre série de jeux vidéo particulièrement moche, et le truc c'est que ça saute aux yeux pendant le visionnage, et ça à plein de moments différents. Que ça soit le rendu des décors, les effets de matière et de profondeur, les arrière-plans flous, les fonds verts dégueulasses, les explosions assez pauvres, l'acte final dans cet affreux canyon. Le pire, c'est que le film n'est pas juste moche. Je pourrais aussi développer sur le manque d'émotion, né d'une mauvaise écriture des personnages, ou encore sur la mise en scène totalement inexistante, et qui est donc remplacée par une voix off. Alors là, vous vous dites sans doute, si Borderlands est aussi moche et aussi nul, pourquoi il n'est pas plus haut dans mon flop 10 ? Le truc, c'est que derrière ces très vilaines images, le film n'est pas totalement chiant à regarder, contrairement à d'autres films qui vont arriver derrière. Les répliques du robot sont complètement débiles, mais efficaces. L'acting de certains personnages, je pense notamment à Ariana Greenblatt, fonctionne bien, elle est très rigolote dans ce film. Je n'ai pas encore tapé sur elle, elle était déjà dans mon flop 10 l'année dernière avec 65, la Terre d'avant. Bref, Borderlands est vaguement amusant, mais surtout très nul et très moche. Place maintenant au flop 5. Je vais avoir besoin de votre aide. Et tu peux faire quoi si tu la retrouves? Je vais le faire sortir avec moi. Sans doute une des séances les plus longues de ma vie. Captive raconte l'histoire de Fanny, une femme qui va se faire interner volontairement au sein d'un hôpital psychiatrique afin d'y retrouver sa mère. Nous sommes donc sur un drame historique et au premier abord plutôt intéressant. Détrompez-vous, l'histoire est bien moins fascinante qu'attendue et presque confuse. La quête principale, c'est-à-dire la recherche de la mère, est résolue au bout de la moitié du film, et ensuite, il ne sait pas trop où aller, que faire, que dire, que montrer aussi. Et ça justement c'est assez impressionnant, c'est mon plus gros problème que j'ai avec le film, c'est le film le plus mal filmé que j'ai jamais vu. La caméra se trémousse en permanence, de manière un peu épileptique, quand elle ne fait pas juste des effets ultra insistants, comme des plans serrés, ou ultra lourds, comme des zooms permanents. Bref, ça n'aide pas du tout à rentrer dans le récit, et c'est assez dommage, parce que les actrices à côté font le job, Mélanie Thierry en tête. D'ailleurs, point amusant, mais vous l'avez peut-être vu dans le sympathique Soudain Seul, l'an dernier, où elle partageait l'affiche avec Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, qui est le réalisateur de L'Amour Ouf, que j'ai cité plus haut dans mes flops. Comme quoi, il y a quelques connexions dans ce classement. Mais bon, Captive, ça reste ennuyant. Place maintenant au flop 4. Walter, you must recover 10 seconds. It's now or never. Push, push, push.
En 1983, Audi et Lancia s'affrontent lors des championnats du monde de rallye. D'un côté, nous avons Audi, favorite avec ses 4 roues motrices. De l'autre, Lancia, le petit poussé avec moins de moyens et une voiture à 2 roues motrices. Ce script fait sans doute saliver tous les fans d'auto et de « Montez le volume et rendez-vous au premier virage ». Mais le résultat est loin d'être aussi divertissant qu'un GP du Brésil sous la pluie. Alors oui, quelques moments sortent du lot, je pense notamment à quelques combines stratégiques mises en place par Lancia, mais dans l'ensemble c'est un résultat assez anodin, voire sans intérêt. Déjà parce que la direction artistique manque de caractère, se rapprochant plus du reportage TV que du cinéma. Ensuite car l'écriture n'arrive à gérer ni son rythme, ni ses rebondissements, ni ses enjeux sportifs qui sont assez illisibles. Tiercé gagnant donc, et on se retrouve avec un climax final qui débarque de nulle part et qui n'a aucun impact. Bref, après Gran Turismo l'an dernier, c'est un nouveau raté pour les films automobiles, même si je dois avouer que ça me fait plaisir de voir Daniel Brühl à l'écran. Daniel Brühl que vous connaissez sans doute pour son passage dans le MCU ou pour son rôle plus récent de Karl Lagerfeld, mercenaire du prêt-à-porter. Il sera d'ailleurs à l'affiche en 2025 du prochain film de Ron Howard qui s'appelle Eden. Et en plus c'est cool, il a l'air très heureux d'y jouer. On se demande bien pourquoi. Who are you? Democrats. Wow, you've had a full day. Ethan Coen se lance dans la réalisation sans son frère, et les résultats est assez risible. Drive Away Dolls, c'est l'histoire de 2 filles partant en road trip vers la Floride. D'un côté Marianne, pudique et presque coincée, et de l'autre son amie Jamie, très libérée, et vous aurez ici reconnu Margaret Qualley, actuellement à l'affiche de The Substance. Problème pour notre duo, dans le coffre de la voiture de location se trouve une mallette appartenant à des voyous. Malgré ce scénario, pas de course-poursuite à l'horizon, mais plutôt un road movie sans tension, presque une comédie romantique d'ailleurs, car l'objectif du film va vite être pour Jamie de décoincer Marianne, quitte à s'en occuper elle-même. Un rapprochement qui ne surprendra personne, mais si ce film est sur mon podium du flop, ce n'est pas juste parce qu'il est peu surprenant ou peu original, c'est surtout qu'il est complètement ringard. Ringard dans ses péripéties et son humour, bien souvent très lourd voire même vulgaire. Ringard aussi dans sa réalisation et son montage, entre des plans faits sous farine et des transitions dignes d'une présentation PowerPoint. Vraiment, c'est un film qui se croit décalé et drôle, mais qui est tout l'inverse. Comment une bande-annonce aussi alléchante peut donner lieu à un film aussi chiant ? Putain, j'avais été séduit par 2 choses. En 1, l'esthétique des images, et en 2, l'histoire. Cette question de construction d'un glamping dans une forêt, une question écologique et assez moderne. Pas de chance pour moi, ces 2 points ne sont pas dans le film. Alors visuellement, c'était très beau dans la bande-annonce, mais voir les mêmes images, entendre la même musique en boucle pendant 2 heures, ça devient juste ennuyeux en fait. Parce que Le Mal n'existe pas est un film contemplatif, mais de la mauvaise manière, en étant dans la répétition des mêmes motifs. L'exemple le plus frappant, c'est l'ouverture du film. Un travelling sur le même plan pendant 4 minutes, putain, et je sais que ce plan a provoqué quelques orgasmes au sein de la rédaction cinéma de chez Télérama, mais à un moment, faut un peu se calmer et redescendre. C'est pas du génie. Ensuite, pour changer de sujet, parlons-en justement, le sujet de base n'est jamais traité. Au début du film, il ne se passe rien, on regarde la nature. Au milieu du film, il y a une scène qui pour le coup est vraiment intéressante de réunion publique. Et ensuite, le but du film, c'est de retrouver une gamine perdue. Alors je veux bien qu'on essaye de trouver un sens, une explication à cette fin, mais le truc c'est que le réalisateur lui-même ne sait pas pourquoi il a fait ça. Donc à partir de là, que voulez-vous faire de plus? Bref, tout ça pour dire que Le Mal n'existe pas est un film d'une beauté lente et chiante, mais il y a eu pire cette année. Passons au flop 1. I'm with you to the end. Êtes-vous vraiment surpris? La trilogie Venom se referme avec les honneurs de faire flop 1. Bravo pour cet exploit. Déjà, pour vous redonner mon rapport à ces films, Venom 1, j'ai plutôt apprécié, j'ai trouvé que c'était un blockbuster correct. Venom 2, j'ai trouvé qu'il portait bien son nom. Tout ça pour dire que mes attentes étaient déjà basses, et malgré ça, j'ai quand même trouvé le film raté. Son seul objectif est de nous mener à une conclusion poignante, émouvante, aux adieux entre Eddie et Venom, en mode c'est Paul Walker dans Fast and Furious 7. Salut mon pote.
Le scénario n'a donc aucun intérêt, on s'en fiche complètement de tout ce qui se passe dans le film, les personnages sont d'ailleurs introduits de la pire des manières, le méchant, on le voit même pas, on sait pas où vraiment ce qu'il fait, où il est, on s'en fiche un peu. Bref, on n'a aucun respect pour le film, et c'est pas grave parce que le film ne se respecte pas lui-même, mettant en place des règles qui décident de ne plus suivre quand ça l'arrange. Et si je suis d'accord avec vous que Venom 3 est moins laid que Borderlands, que son climax final soit assez efficace, bien qu'il soit dans le noir, il n'a malheureusement pas vraiment beaucoup de moments d'humour pour le sauver. Il était vraiment temps que ça s'arrête. C'est donc avec un film de super-héros que se termine mon Flop 10 2024. Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pour m'encourager, à liker, à commenter, à me mettre votre Flop 10 en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour mon Top 10 2024. À la semaine prochaine.